Face à la flambée des cas de Covid-19, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite prête à réfléchir à la vaccination obligatoire. La pandémie de Covid-19 monopolise l'attention et les financements. Résultat, d'autres maladies ne sont plus assez dépistées. L'exemple du VIH en République démocratique du Congo. Des chercheurs français testent des filets de pêche intelligents permettant de trier les poissons avant de les remonter à la surface et lutter ainsi contre la surpêche. Plus de 60 000 cas quotidiens en Allemagne, 47 000 en France et des chiffres qui augmentent très fortement en Italie et en Espagne. Face à la flambée des cas de Covid-19, l'Union européenne pourrait privilégier la manière forte et rendre la vaccination obligatoire. Il est compréhensible et approprié de mener ces discussions maintenant. Comment nous pouvons encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Cela doit être discuté et nécessite une approche commune. C'est une discussion qui, je pense, doit être menée. Forcer la population à se vacciner, l'option n'est plus vraiment taboue en Europe. L'Autriche a déjà annoncé avancer en ce sens. Dès le 1er février, les personnes majeures auront ainsi l'obligation d'être vaccinées. En Allemagne, le futur chancelier Olaf Scholz a appelé le Bundestag à se prononcer d'ici la fin de l'année sur une loi similaire, une mesure soutenue par les conservateurs de la CDU, mais aussi les Verts. Avec l'arrivée du variant Omicron, la pandémie inquiète à nouveau l'Europe et le vaccin semble être pour les décideurs politiques le seul moyen d'y échapper. C'est maintenant le moment de se faire vacciner. Ce variant semble être préoccupant. J'entends les scientifiques de toute la planète. Aujourd'hui, c'est probablement la seule arme ou arsenal thérapeutique que nous avons. Donc ma recommandation est de faire des doses de rappel, de se faire vacciner pour s'assurer que son immunité est aussi élevée que possible. Reste que face au variant Omicron, personne ne sait encore comment va réagir le vaccin. Les différents laboratoires sont à l'heure qu'il est en train de tester l'efficacité de leur formule. Réponse attendue d'ici 2 à 3 semaines. Partout sur Terre, la lutte contre la pandémie de Covid-19 est devenue une priorité sanitaire, si bien que les personnes atteintes d'autres maladies graves en subissent les conséquences. En République démocratique du Congo, la plupart des ressources ont été affectées à la lutte contre le coronavirus. Les personnes vivant avec le VIH et le sida se voient donc privées de certains soins. Jean-Louis et sa femme Odette sont tous les deux séropositifs. Avant, nous avions des rations alimentaires. Ça n'existe plus pour le moment, c'est du passé tout ça. Et la prise en charge médicale aussi. Le financement dans les secteurs VIH, tout cela n'existe plus. Un récent rapport de l'ONU-SIDA souligne que les restrictions liées au Covid-19 ont perturbé le dépistage du VIH dans le monde entier. En 2020, moins de personnes séropositives ont eu l'opportunité de commencer un traitement. Les Nations Unies rappellent que le sida est également une pandémie. En termes d'approvisionnement, nous dépendons plus de l'extérieur. Nous devons mener un plaidoyer pour que nous n'ayons pas de rupture en termes d'approvisionnement en intrants. Également, comme le financement, avec l'arrivée de Covid et Ebola, le financement tend à être en baisse. Les patients et les soignants savent que sans l'aide internationale, les espoirs de vaincre le sida s'amenuisent. Le 9 décembre 2019, les présidents russes et ukrainiens étaient réunis sous le parrainage de l'Allemagne et de la France afin de relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. 2 ans après, l'heure est au statu quo et même à l'escalade des tensions alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de masser les troupes à la frontière. Devant le Parlement, le président ukrainien a appelé à des négociations directes avec la Russie pour arrêter la guerre et Volodymyr Zelensky d'ajouter que l'Ukraine ne se laissera pas intimider. Nous avons une armée forte et puissante, dit-il. De son côté, Moscou dément toute velléité d'invasion sur le territoire ukrainien et accuse Kiev en retour. Les forces armées ukrainiennes renforcent leurs effectifs militaires en massant des équipements lourds et du personnel. Selon certains rapports, le nombre de troupes ukrainiennes dans la zone de conflit a déjà atteint 125 000 personnes. En avril dernier déjà, la Russie avait suscité l'inquiétude de son voisin en massant des milliers de soldats le long de la frontière avant de retirer ses troupes après des semaines de tension.
Craignant à nouveau une invasion imminente de son territoire, l'Ukraine a demandé à l'OTAN un paquet de dissuasion contre la Russie. Les chercheurs français de l'Ifremer à Lorient ont peut-être trouvé le moyen de lutter contre la surpêche en créant un filet intelligent capable de trier le poisson avant même de le remonter à bord du bateau. Ce dispositif actuellement à l'étude est doté de caméras et de capteurs. Ces images ont été prises lors d'un test en pleine mer. Et donc là on peut voir par exemple en bleu, ce sont tous les chachards qui sont vus à l'image par l'intelligence artificielle. Et en rose on voit tout ce qui va être sardine. Le pêcheur pourrait être informé en temps réel et activer des dispositifs d'échappement dans le chalut. Chaque année, 20 millions de tonnes de poissons, soit environ 25% des captures totales, sont rejetées en mer, d'après l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Un taux de rejet qui varie en fonction des espèces. Il est de 22% pour la pêche à la sardine, 41% pour la langoustine. Ça ne m'intéresse pas d'avoir le poisson sur le pont plutôt, et trier une fois qu'il est mort. Donc je préfère le trier sur le fond. C'est pour ça que ce projet est intéressant, parce qu'on sait à tout moment ce qui rentre dans le filet. Les chercheurs mettent au point un filet avec des trappes qui puissent s'ouvrir pour permettre aux poissons non ciblés d'être rejetés directement. Autre avancée majeure, ce chalut de fond qui se soulève pour éviter de détériorer les fonds marins et attraper les espèces qui intéressent les pêcheurs. Ces évolutions devraient avoir un coût exorbitant qui pourrait inquiéter les pêcheurs français déjà en difficulté, notamment à cause du conflit avec le Royaume-Uni sur les zones de pêche. L'île anglo-normande de Guernesey a accordé mercredi 40 licences de pêche à des bateaux français qui pourront ainsi continuer à pêcher dans ces eaux après le 1er février 2022. Cette annonce intervient en plein bras de fer entre Paris et Londres autour des licences de pêche post-Brexit, le gouvernement français reprochant aux Britanniques de n'en accorder qu'en trop petit nombre. Aux États-Unis, l'épouse du narcotrafiquant mexicain El Chapo a été condamnée à 3 ans de prison et à 4 ans de liberté surveillée. Sous les verrous depuis maintenant 9 mois, Emma Coronel Espuro devrait être sortie dans 18 mois. Elle ne fait pas appel. Elle doit aussi payer $1,5 million de dédommagement à l'État fédéral. El Chapo, lui, purge actuellement une peine de prison à perpétuité sous haute sécurité au Colorado. Au Honduras, la candidate de gauche, Xiomara Castro, semble avoir remporté l'élection présidentielle de dimanche, bien qu'un peu plus de la moitié seulement des votes aient été comptabilisés. Son rival de droite, Nasri Asfura, du Parti national au pouvoir, a déclaré qu'il avait personnellement félicité la candidate de gauche. La victoire de Xiomara Castro apaise les craintes d'un nouveau vote contesté et de manifestations violentes dans le pays. Les États-Unis ont retiré les FARC de leur liste noire des organisations terroristes étrangères. Cela permet aux responsables américains de travailler avec les ex-rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie qui se sont engagés dans la vie politique. Cette décision intervient quelques jours après que les rebelles marxistes et le gouvernement colombien ont célébré le 5e anniversaire d'un accord de paix qui a mis fin à 6 décennies de violence en Colombie. Alors que la France a fait entrer Joséphine Baker au Panthéon, une exposition au Musée de l'Homme à Paris raconte l'histoire de l'immigration à travers des portraits d'hommes et de femmes. Certains sont célèbres, d'autres méconnus ou oubliés. Tous ont en commun d'incarner la diversité française depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Pablo Picasso, Nina Ricci, Aimé Césaire, Marie Curie, Lino Ventura ou Dalida, 29 hommes et 29 femmes, tous issus de l'immigration et qui, à travers leur talent artistique ou sportif, leur découverte scientifique, leur engagement social ou politique, ont contribué à la grandeur de la France. Pour les commissaires de l'exposition, ces portraits complètent une photo de famille lacunaire dans un contexte de regain de nationalisme ethnique en France. La France est un grand pays d'immigration, mais les Français ne le savent pas, alors qu'aux États-Unis, c'est une évidence. Il y a donc un travail pédagogique à faire, de transmettre ces récits pour qu'ils soient mieux partagés. Ça ne signifie pas que ça va régler tous les problèmes du présent. Mais ça, c'est une affaire de politique, pas d'historien. L'exposition Portrait de France est à découvrir jusqu'au 17 janvier au Musée de l'Homme à Paris.